Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce grand amphithéâtre archi-comble. Archi-comble pour un sujet, vous allez le voir, ô combien important et délicat. Alors ce mardi des Bernardins va revêtir un caractère spécial. Au fond, tous les derniers mardis de chaque mois sera dorénavant un mardi d'actualité. Mardi d'actualité qui sera monté dans la perspective pour éclairer l'élection présidentielle qui approche maintenant. Et autre particularité de ces mardis d'actualité, c'est qu'ils seront co-animés par Olivia El-Kaïm du journal La Vie, c'est-à-dire que dans le journal La Vie, chaque semaine précédant le débat, vous trouverez un dossier qui sera consacré au même thème. Donc ça vous permettra de préparer le débat en question. Alors Olivia El-Kaïm, vous êtes donc responsable du service politique du journal La Vie, vous êtes aussi romancière et je pense qu'au gré des émissions à venir, on aura l'occasion de parler aussi de cet aspect de votre personnalité. Mais ça n'est pas le thème du jour. Le thème du jour... Ça prête au roman. Quoique ça prête au roman. Le thème du jour, pourquoi ce thème de la solidarité européenne face à la crise de la dette ? Alors écoutez, Jean Monnet disait « L'Europe ne progresse que sous l'aiguillon des menaces ». Je crois là que la menace est plus que palpable, plus que réelle. Et depuis quelques mois, on entend des mots qui font peur, si bien qu'aujourd'hui, l'amphithéâtre, comme vous le faisiez remarquer, est complet. On entend crise de la dette, on entend sortie de l'euro, on entend faillite de la Grèce. C'est très inquiétant. Donc, il est intéressant, je trouve, d'interroger des économistes pour à la fois faire un diagnostic de ce qu'on appelle cette crise, voilà, qui semble être presque un big one quand on lit Pierre Larouturou, de comprendre les impacts à la fois sur l'Europe, la construction de l'Europe, la politique intérieure et sur la vie des citoyens, et enfin essayer d'apporter quelques solutions à ce qui se profile. Alors, pour éclairer ce thème, 3 invités que je remercie par avance d'avoir accepté de participer à ce débat, à commencer par vous, Christian de Boissieu. Vous êtes économiste, vous êtes président du Conseil d'analyse économique, c'est-à-dire que vous conseillez au fond le gouvernement sur les choix de sa politique économique, et vous enseignez par ailleurs à Paris 1. À côté de vous, Philippe Herzog. Philippe Herzog, vous êtes un homme politique, vous avez longtemps appartenu au Parti communiste français. Vous présidez l'association Confrontation Europe, que vous avez cofondée, notamment avec Michel Rocard. Alors, Confrontation Europe, c'est au fond une tentative de rapprocher les citoyens européens des institutions du même nom et de les faire participer à cette construction en marche. Vous occupez par ailleurs actuellement le poste de conseiller spécial auprès du commissaire européen Michel Barnier. Enfin, Pierre Larouturou. Alors, Pierre Larouturou, vous êtes également économiste et homme politique. Homme politique parce que vous êtes membre du Conseil fédéral d'Europe Écologie Les Verts. Vous avez d'ailleurs été élu aux dernières régionales, conseiller régional de l'Île-de-France. Et puis, vous êtes tout récemment l'auteur de cet ouvrage, ô combien explicite, pour éviter le krach ultime. Alors, je souhaite vraiment que les téléspectateurs voient la couverture de ce livre parce qu'il est très explicite. Alors, je voudrais qu'on commence avec vous sur le constat. Il est frappant. Vous faites partie, au fond, des prophètes du Big One, au fond, hein, de ce krach dont on parle, auquel on ne croit pas vraiment. Je ne pense pas que les pays européens ou que la planète, véritablement, en tout cas les citoyens, s'y préparent. Alors, le krach des dettes publiques est-il aujourd'hui inévitable ? Non, évidemment, la crise, on peut tout à fait s'arranger pour que ce soit juste des grosses turbulences. On va forcément vers une crise. La question est de savoir est-ce que c'est un effondrement. Jean-Pierre Jouyet, le patron de l'AMF, disait vendredi qu'il y avait un risque d'un effondrement de l'ensemble du système économique mondial. C'est pas rien. Voilà. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'il va y avoir un sursaut et qu'on va juste avoir des grosses turbulences et qu'on se dira finalement, ça a été l'occasion de rappeler nos fondamentaux et de se resserrer. Premier point à dire, on aurait très bien pu éviter la crise quand même. On a été un certain nombre depuis 2002, depuis 2004. Je me souviens dans Le Monde avec un ancien ministre des Finances allemand, avec un dirigeant belge, avec un dirigeant italien. On avait déjà dit, voilà le niveau de la dette aux États-Unis. On va vers une crise comparable à 1929 et l'Europe n'est pas outillée, donc il faut compléter les traités. Mais en 2004, on m'expliquait que j'étais beaucoup trop pessimiste. En 2008, la crise éclate et tout le monde dit c'est une crise historique, il faut tout repenser, à droite comme à gauche. En 2008, tout le monde nous dit c'est une crise historique, le capitalisme dérégulé nous amène à la catastrophe, il faut tout repenser. 3 ans plus tard,
c'est ce que dit Stiglitz, on s'est contenté de déplacer les fauteuils sur le pont du Titanic. Et je crois que la situation est grave en Europe, on va en reparler, mais que le ministre des Finances allemand l'a dit aujourd'hui, il a raison, Schäuble a dit que la situation est encore plus grave aux États-Unis. Sur cette courbe, on comprend très bien le problème. Je ne sais pas si vous voyez cette courbe, c'est la dette totale aux États-Unis depuis 1950. La dette des familles, la dette des entreprises, la dette des collectivités locales, de l'État fédéral. Et on voit que ça devient, la courbe monte quasiment verticalement, c'est angoissant, même en mettant toujours plus de dettes, la croissance est de plus en plus faible. Et il y a un tournant dans les années 80. Oui, juste je finis sur pourquoi ça devient vraiment inquiétant, pourquoi le dernier chiffre qu'on a, c'est pour le premier trimestre de cette année, même en mettant presque 400 milliards de dettes publiques en plus, quand le gouvernement d'Obama met 400 milliards en 3 mois sur la table, le PIB, la croissance ne réagit presque plus, juste plus 60. Et là, maintenant, en plus, il touche le plafond légal. Mais pardon, si vous pouvez montrer quand même la courbe. Non, je reviens sur la courbe. Donc la fin de la courbe est angoissante, mais la bonne nouvelle, c'est que pendant 30 ans, entre 1950 et 1981, il y avait un système où il n'y avait pas besoin de dette, ni de dette privée, ni de dette publique, pour avoir une stabilité et une prospérité partagée. Donc ce n'est pas juste 3 économistes qui se disent il y a peut-être des solutions. Voilà, dans tous nos pays, pendant 30 ans, il y avait un système de régulation, ce que Roosevelt avait mis en place, et ça a tenu bon jusqu'à l'arrivée de Ronald Reagan. C'est très clair aux États-Unis, 1980, c'est l'arrivée de Ronald Reagan. Et pourquoi il y a besoin de toujours plus de dette privée et de dette publique? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours plus de dettes pour nourrir le système? C'est parce que 2 explications. On a fait des baisses d'impôts sur les plus riches, des baisses d'impôts sur les grandes entreprises. Et puis on a supprimé des règles sociales que Roosevelt, que Ford avait mis en place et que dans tous nos pays, par la loi, par la négociation, on a mis en place. On supprime des règles qui assuraient le plein emploi. Tout le monde avait un emploi. Et puis il y avait des règles pour que les salaires augmentent chaque année comme la productivité. Et sur cette courbe que vous venez de montrer, on voit que dans tous les pays occidentaux, depuis qu'on a supprimé ces règles, depuis le début des années 80, ce qui va au salaire diminue un peu dans tous nos pays. C'est pour l'ensemble des 15 pays les plus riches de la planète. C'est des sommes considérables qui sont parties vers les marchés financiers. On a caché le problème, donc c'est 10% du PIB, c'est colossal cette année. Et donc on a poussé les gens à s'endetter en disant vous avez des petits boulots, des petits salaires, mais vous pouvez quand même acheter une voiture ou un appartement, vous pouvez vous endetter. Philippe Herzog, est-ce que vous partagez ce constat ? Je vous demanderai de réagir l'un et l'autre à cette... Oui, certains éléments, mais pas tous. C'est important de commencer par le diagnostic avant de s'attaquer aux propositions. Mais je pense que vous voudrez qu'on consacre beaucoup de temps au que faire. Mais c'est vrai qu'il faut partir d'un diagnostic. En 2 mots, vous avez parlé de crise des dettes publiques. C'est plus vaste. C'est une crise du système capitaliste qui est comparable à celle de l'entre-deux-guerres et dont les causes principales sont, 1, du surendettement public et privé. Alors les dettes privées constituant d'ailleurs un stock encore plus important que les dettes publiques. Et donc c'est aussi une crise de croissance, car on a vécu la croissance à crédit, tout simplement, crise de surendettement, donc croissance à crédit. Dans cette croissance à crédit, et ça c'est ma différence avec notre ami Laroutourou, c'est que nos sociétés aussi ont été droguées par le crédit. L'État-providence est devenu obèse, il n'y a plus de multiplicateur keynésien. Bref, on a axé la croissance sur la consommation, on a très mal préparé l'avenir, on a sous-investi cruellement en Europe comme aux États-Unis. C'est pourquoi d'ailleurs on annonce aujourd'hui des besoins de trillions de dollars pour développer des infrastructures qui n'ont pas été construites, ou encore pour nous diriger vers l'industrie verte. Donc, également crise du type de croissance, donc surendettement et crise du modèle de croissance. Ce qui veut dire qu'il y a énormément de travaux à faire. On en a pour des années. D'ailleurs, dans l'entre-deux-guerres, avant le New Deal, il a fallu déjà 5-6 ans après la crise de 29, et ensuite il y a eu encore des péripéties. Et le problème, c'est que c'est aussi une crise politico-institutionnelle. Et c'est ça la caractéristique qui fait un peu paniquer dans les crises structurelles. C'est-à-dire qu'on ne sait plus trop comment faire. Par exemple, il va falloir faire de la croissance. Le secteur privé fait preuve d'aversion au risque. Il n'investit pas. Il achète de l'or, il achète du franc suisse, il va en Asie, il accumule des réserves, en tout cas les grandes entreprises. Et le public, il est obèse et son multiplicateur de croissance n'est plus là. Ça, c'est très profond. Ça veut dire que le système politico-institutionnel doit pouvoir changer. Il y a toujours une grande créativité institutionnelle pour sortir de ces grandes crises. Ça s'est fait par l'intervention d'État, l'intervention publique après la crise de l'entre-deux-guerres.
Ensuite, il y a eu la vague néolibérale qui a créé cette croissance à l'échelle mondiale avec le dopage du crédit. Et aujourd'hui, il va falloir trouver des systèmes politiques et démocratiques aptes à résoudre ces problèmes. Un mot complémentaire sur l'Europe, puisque notre thème, et je termine là-dessus, c'est solidarité, pour faire ça. Ben voilà, alors là, je prends votre sujet de ce soir de front. Nous n'avons pas réfléchi à un principe de solidarité dans cet espace avant cette crise, donc il faut l'inventer. La solidarité a un coût pour les populations. 68% des Français n'ont pas envie de payer pour les Grecs, ce n'est pas seulement les Allemands. Donc ça pose des problèmes de démocratie, de reconnaissance de l'intérêt commun. Et d'autre part, la souveraineté nationale fait obstacle à la solidarité, parce que si on ne partage pas la solution des problèmes des dettes publiques ou la solution de ces problèmes de nouvelle croissance à bâtir, évidemment, on est rivaux et les uns qui s'en sortent ne veulent pas payer pour ceux qui ne s'en sortent pas. Christian de Boissieu, sur le diagnostic, des éléments spécifiques à apporter, des réactions à ce qui a été dit? Je vais le dire autrement et peut-être rajouter quelque chose. La crise ou les crises, c'est ça qui m'intéresse et me préoccupe. Parce qu'il y a, au fond, la crise ou les crises, c'est une fusée à 2 étages. Il y a la crise mondiale qui a commencé, cher Pierre Laroutourou, pas en 2008, qui a commencé en août 2007. Les banques se prêtaient plus d'argent entre elles, même à 3 jours, à partir d'août 2007. Et ça a été accentué, on ne va pas revenir là-dessus, refaire toute l'histoire, en septembre 2008, par la faillite de Lehman Brothers. Mais cette crise mondiale, elle n'est pas finie aujourd'hui. Et elle se traduit par un découplage de croissance entre les pays les plus avancés qui connaissent un très sérieux ralentissement de croissance, les États-Unis. Les États-Unis vont avoir une croissance probablement de 1,5% cette année en moyenne en 2011. On serait vu au mois de juin, j'aurais fait partie des gens, et c'était un peu le consensus, et le consensus, il peut avoir tort. Avant l'été, on pensait que les Américains allaient avoir une croissance de 2,5, voire 3%. L'été a été plein de mauvaises nouvelles, et pas uniquement à cause de la chute des bourses. Bon, l'Europe ralentit fortement. Je ne crois pas qu'on soit nécessairement à la veille d'une nouvelle récession mondiale. La récession mondiale, ça a été 2009. Il va y avoir une récession dans certains pays, mais j'allais dire, grâce aux grands pays émergents qui résistent, la Chine, l'Inde, le Brésil, ils ont de l'inflation, mais ils résistent du point de vue de la croissance. La croissance mondiale va être encore assez nettement positive, et tant mieux d'une certaine façon, parce que c'est ce qui reste de locomotive dans une économie mondiale dans laquelle les pays développés sont plus des locomotives, et je dirais même l'Allemagne, qui est encore un peu une locomotive cette année en 2011, ne le sera plus l'année prochaine. Quand on regarde les prévisions de croissance pour l'Allemagne l'année prochaine, la mauvaise nouvelle, c'est que l'Europe n'a plus de locomotive en elle-même. Et donc, les seules locomotives de notre croissance sont à trouver dans les grands pays émergents, j'allais dire, heureusement, qui montrent ce qu'on appelle de la résilience ou de la résistance, c'est-à-dire la capacité à digérer des chocs. Ça, c'est le premier étage de cette fusée inconfortable ou dramatique dans laquelle nous sommes. Le deuxième étage, c'est la crise dans la zone euro dont vous avez parlé l'un et l'autre, qui a commencé fin 2009 avec un jeu de chaises musicales. Ça commence avec la Grèce, ça passe comme le mistigris vers l'Irlande, le Portugal, à nouveau la Grèce. Et puis, le problème central aujourd'hui, c'est d'éviter la contagion vers l'Italie et vers l'Espagne, parce qu'en termes quantitatifs, je pense que l'Europe peut digérer la Grèce, l'Irlande et le Portugal. On parle moins de l'Irlande et du Portugal parce qu'on parle beaucoup de la Grèce. Mais enfin, les problèmes ne sont pas réglés là-bas. Mais si jamais on n'arrive pas à éviter les effets de contagion vers 2 poids lourds de la zone euro, que sont l'Italie et l'Espagne, là, on y reviendra peut-être dans le débat, le défi est autre. Bon, alors, je dis simplement, pour ne pas être trop long sur cet aspect interprétation des 2 crises qui font à eux deux, ou à eux d'elles, pardon, la crise, que je suis d'accord avec ce qui a été dit sur les phénomènes de surendettement. Dans le passé, dans l'histoire, souvent les phénomènes de surendettement, qui proviennent de la dette privée ou de la dette publique, et là vous l'avez dit l'un et l'autre, ça provient des deux côtés, avec un jeu là encore de chats qui se promènent sous le tapis, parce que la dette publique, ou le gonflement de la dette publique dans certains pays, c'est aussi la conséquence de la gestion de dette privée. Le cas de l'Irlande, les banques irlandaises sont en faillite,
l'État irlandais intervient massivement pour sauver le système bancaire irlandais. En quelques mois, enfin un peu de temps, la dette publique irlandaise passe de 40 ou 50% de la richesse nationale à 120%. Donc il y a cette interdépendance entre dette publique et dette privée qui est vraiment au cœur de ce qu'on vit. Je disais que dans le passé, très souvent, quand on regarde depuis 2 siècles, on s'en sortait par de l'inflation. Manière de faire des transferts entre créanciers et débiteurs, l'inflation comme façon d'alléger le poids des dettes. Bon, là, je ne parle pas de mes préférences, je parle ici de ma prévision. On n'est plus dans ce contexte-là. C'est-à-dire que si je prends la situation des pays les plus avancés, États-Unis, Europe, Japon, l'ennemi aujourd'hui, ce n'est pas l'inflation. Le risque, ce n'est pas l'inflation. L'ennemi, c'est le chômage. C'est le chômage en général et le chômage des jeunes en particulier, avec des pays européens, je pense à la France et d'autres pays européens, dans lesquels le chômage des jeunes de moins de 25 ans est un multiple du chômage global. Je n'ai pas attendu ce soir pour le dire. J'ai jamais cru depuis 2 ans au retour de l'inflation dans les pays les plus avancés. L'inflation, elle est en Chine, elle est en Inde, elle est au Brésil, et malgré la mondialisation, l'inflation, pour l'instant, n'est pas exportée du Sud vers les pays du Nord. Donc, il va falloir trouver, on va y revenir dans le débat, j'ai presque fini, il va falloir trouver d'autres voies que l'inflation pour corriger les dettes. Je termine par une remarque sur l'Europe, puisque sur l'Europe. Vous disiez, l'Europe n'est pas assez solidaire, certes. L'Europe n'est pas assez réactive, certainement. Moi, ce qui m'a frappé pendant les événements de l'été, c'est qu'effectivement, on a tous dit le temps des politiques n'est pas à la mesure du temps des marchés. Alors, il ne faut pas chercher à s'ajuster sur le temps des marchés parce qu'on n'y arrivera pas. Mais alors justement, Monsieur Boissier, oui. Ça questionne vraiment la marge de manœuvre des politiques aujourd'hui. Quelle est la marge de manœuvre concrètement des politiques? Je dis un mot, et comme ça, ça me permettra peut-être de terminer. J'aimerais bien que vous répondiez, Monsieur Larue. Non, sur l'Europe, ce que je voulais dire, pas assez solidaire, pas assez réactive. Le calendrier, il faut en Europe arriver à concilier démocratie et réactivité. Et je pense que ça n'est pas incompatible. Vaste programme. Non, mais sujet posé par la crise. L'accord du 21 juillet, dont la non-ratification excite les marchés au jour le jour. En tout cas, les inquiète fortement. Ben oui, quand je dis les excite, c'est-à-dire les motive, dans un sens négatif du terme. L'accord du 21 juillet, le 2e plan de sauvetage de la Grèce, il va être ratifié probablement dans la 2e quinzaine d'octobre, quand les derniers à le ratifier, la Slovaquie, la Finlande, peut-être les Pays-Bas, vont accepter de signer. Et le calendrier va dépendre aussi de la largesse de la majorité allemande dans 2 jours. Je pense, voilà. Mais alors, sur la marge de manœuvre sur des politiques. La marge de manœuvre des politiques. Et en centrant sur ce fameux dilemme de Rubin que j'aimerais bien que vous expliquiez en 2 mots, c'est-à-dire qu'on sent qu'aujourd'hui les politiques sont confrontés à une réalité terrible, c'est que s'ils ne font rien contre les dettes, ils ruinent définitivement les États, et s'ils font quelque chose, ils ruinent la croissance. Oui, donc on a l'impression qu'ils sont complètement ficelés. C'est là qu'il y a un problème de volonté politique et de réactivité, comme vous le disiez à l'instant. Quand Roosevelt arrive au pouvoir, en 3 mois, il fait passer 15 réformes fondamentales. Il succède à Hoover, dont le surnom était Do Nothing, qui n'avait rien fait pendant 3 ans. Et Roosevelt arrive, il a compris d'où venait la crise et il fait passer 15 réformes sur les banques, sur la fiscalité des entreprises, sur la fiscalité des plus riches, pour lutter contre la précarité des chômeurs, pour donner du boulot dans l'agriculture, pour lancer des grands travaux. 15 réformes. Les banquiers hurlent en expliquant qu'il va faire une catastrophe parce qu'il interdit aux banques de spéculer avec l'argent de monsieur et madame tout le monde. Il fait ce qu'on appelle le Glass-Steagall Act, donc il coupe les banques en 2. D'un côté, les banques de dépôt et de l'autre côté, les banques d'affaires. Mais l'État n'est plus là pour assurer les banques d'affaires. Donc évidemment, les banquiers sont furieux parce qu'ils étaient tout contents d'avoir une assurance gratuite. Quand ils faisaient des gains, c'était pour eux. Quand ils faisaient des pertes, c'est l'État qui payait. Roosevelt leur dit, les gars, désolé, c'est fini. Fromage et dessert, c'est fini. On coupe en 2. Vous avez 3 mois pour vous adapter. Et ça provoque aucune catastrophe. Ça a donné 50 ans de stabilité aux États-Unis. La question de la Grèce, si on avait mis en place aujourd'hui aussi bien Mme Merkel que M. Sarkozy sont d'accord pour dire qu'il faut une taxe Tobin. Voilà. Si on avait mis en place même une petite taxe Tobin à 0,1%. La taxe Tobin, c'est l'idée que quand vous achetez des actions ou des obligations, vous payez 0,1%.
Chacun de nous, quand il achète du pain ou du Nutella ou du fromage, paye une TVA et on ne trouve pas ça choquant. Donc pourquoi est-ce que ceux qui achètent des actions ou des obligations ne payent rien? Si on avait mis en place une petite taxe Tobin en 2008, on aurait aujourd'hui entre 300 et 600 milliards dans les caisses. Philippe Herzog, Donc le problème de la Grèce, on n'aurait pas eu besoin de demander au peuple allemand ou au peuple français d'être solidaire. On aurait 300 ou 600 milliards dans les caisses et c'est le Parlement européen qui aurait pu régler le problème de la Grèce sans demander d'efforts. Donc Philippe Herzog, vous êtes acteur. Philippe Herzog, vous êtes acteur des institutions européennes. Je vais commencer à attaquer, je dirais, parce que bien. Attention. D'abord, Roosevelt, il était d'abord contre Keynes et quand il a compris au bout d'un moment, et après beaucoup d'erreurs, du côté des États-Unis, qu'il fallait se rallier à une révolution culturelle dont Keynes et d'autres étaient porteurs, ça a quand même fallu 6 ans. Bon, mais revenons, c'est pas une affaire de le Zorro politique arrive, Sarkozy, Merkel ou leurs successeurs, il n'y a qu'à se mettre d'accord, et sur des mesures rationnelles proposées par des économistes et des experts. Voilà. C'est quoi alors? Voilà mon attaque. C'est plus difficile. C'est plus difficile. Parce que pas assez solidaire et pas assez réactive. Pourquoi? Ça veut dire, les sociétés n'amènent pas vers les solutions communes. Soutenir la Grèce, pourquoi ça traîne autant? C'est que les Allemands sont contre avec de bonnes raisons, éventuellement, les Finlandais aussi, les Français, quand ils apprennent que c'est un coup, ils sont plus partants. Donc attention, ce n'est pas le euro politique, c'est les sociétés, ils ont des clientèles. Merkel ne peut pas faire n'importe quoi en Allemagne, elle perd le pouvoir, ça c'est possible. Mais donc, alors, est-ce que cette solidarité, c'est de prendre ses pertes? Attendez, et réactivité. Ils sont dans un système institutionnel qui n'est pas fédéral en Europe. Enfin, il faut quand même voir les choses en face. C'est un machin de bric-et-broc fabriqué depuis des années, et notamment amélioré ou appelé coordination entre les politiques nationales qui n'avait jamais eu lieu pendant 15 ans, qui s'amorce à peine. Mais cette coordination est beaucoup trop faible quand il s'agit de vraiment de pouvoir avancer sur des politiques communes. Alors, donc c'est plus difficile que Zorro et les experts. Là, je suis brutal, mais je pense qu'il le faut. Sinon, jamais les sociétés se remettent en cause. Non, mais alors, Philippe Herzog, est-ce que vous voyez plus d'Europe? Non, mais répondez à cette question. Est-ce que vous voyez venir plus d'Europe? Bien entendu. Comment? S'il faut être plus solidaire. Comment? S'il faut être plus solidaire, s'il faut être plus réactif, il faut plus d'intégration économique et politique, comme dirait M. Schäuble lui-même, mais qui ne peut pas avancer ça de front en Allemagne parce que sa société n'est pas là-dessus. Donc ça prend du temps à la convaincre qu'il faut passer un saut de plus d'Europe, sinon c'est la désintégration qui va nous coûter très cher, même si c'est des sorties partielles comme la Grèce. Mais il y aura des effets de contagion qui auront d'ailleurs des conséquences mondiales. Alors, ayant dit tout ça, que c'est plus compliqué, il ne faut pas se mettre dans un scénario de panique et attendre que le prochain zapping électoral va nous permettre la bonne solution. C'est ça la difficulté. Christian Boissieu. Mais oui, mais attendez. Et je termine sur le contenu. On va procéder par étapes comme dans l'entre-deux-guerres. Parce qu'on peut mettre des pare-feux aujourd'hui. Il faut cibler les exigences immédiates. La Banque centrale agit de façon raisonnable, elle a une réactivité, elle n'est pas sous le contrôle de l'intergouvernemental et que 27 pays doivent être d'accord pour avancer d'un mètre. Donc la Banque centrale met des liquidités, elle en mettra le cas échéant. Si là-dessus on est capable d'imposer l'interdiction des ventes à découvert sur les marchés, alors là, évidemment, la taxe sur les transactions d'ailleurs pouvant, on peut la faire au niveau européen peut-être et probablement, on ne nous dise pas que ce n'est pas possible, on peut éteindre le feu, mais après il faut construire des choses plus difficiles. Plus difficiles. Et j'en cite deux, vous avez cité une. Un, le facteur le plus explosif dans l'eurozone, c'est un sous-jacent, c'est les divergences de compétitivité. Vous avez des pays qui s'en sortent, qui sont capables d'exporter dans le monde entier comme l'Allemagne, vous avez des pays qui ne peuvent pas comme la Grèce. Ces divergences sont explosives, d'autant plus qu'il n'y a pas croissance. Donc les Grecs ne sont pas dans un contexte de croissance qui vont leur permettre de rembourser des dettes. On leur fait prêt sur prêt en guise de soutien, ils ne pourront pas payer évidemment. On ne va pas faire travailler les Grecs comme les Allemands non plus. Donc, si je prends la question de compétitivité, vous avez deux hypothèses. Ou bien on mutualise toutes les dettes, enfin toute une partie des dettes nationales au niveau européen, parce qu'on est très solidaire, mais ça on ne va pas le faire tout de suite, c'est les eurobonds. Mais ça, il faudra évidemment des conditions draconiennes, parce que comme c'est l'Allemagne qui paiera le plus, et de loin, elle va exiger que ce soit ces conditions, hein, n'oublions jamais, et d'autres. Mais avant ça, la question est posée, est-ce que la Grèce et quelques autres,
mieux soutenir les pays en difficulté, par exemple en créant un fonds monétaire européen, une sorte de FMI au niveau européen. Et là, vous pouvez aussi gagner du temps. Il est déjà doté d'ailleurs, votre FMI européen. Non, mais non, parce que c'est l'intergouvernemental. Oui. Il n'existe pas. On va écouter Christian de Boissieu. Je voudrais intervenir sur 2 points dont on vient de parler. J'annonce 2 points pour essayer d'aller au bout. Qu'on vous laisse parler. Non, mais sans être trop long. Par rapport à ce qu'a dit Philippe Herzog, la crise qu'on traverse et qui n'est pas finie dans la zone euro, elle est due à des tas de facteurs, y compris les écarts de compétitivité. Bon, rétrospectivement, moi je pense qu'il n'y a pas à regretter d'avoir fait ce qu'on a fait en Europe. Si on a élargi l'Europe, si on a élargi la zone euro, ce n'était pas uniquement sur le fondement d'arguments de type économique, il y a eu aussi des arguments politiques. Bon, et donc... moi, je ne regarde pas trop dans le rétroviseur par rapport à ceux qui disent on n'aurait jamais dû faire entrer la Grèce qui a triché. Elle a triché. Mais je pense qu'il y avait d'autres arguments que des arguments économiques. Alors maintenant, il faut gérer les différences que vient de rappeler Philippe. On y viendra peut-être dans le débat. Pour moi, le problème central de l'Europe, j'essaye de ne pas être démagogique, mais je le pense depuis plusieurs années, c'est le problème du chômage. La faible croissance et le chômage, les deux sont liés. Et donc, tant qu'on sera dans cette situation, ça sera difficile de concilier ou de réconcilier les opinions publiques avec l'idée européenne. Bon. Et donc, par rapport au point qui était abordé tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je dis qu'il faut arriver à marcher sur les 2 jambes. Et je vais expliquer rapidement ce que j'entends par mes 2 jambes. Il y a, première jambe, pour des tas de raisons, il faut réduire déficit et dette publique. On peut discuter du tempo, du rythme. Je pense par exemple que le rythme pour les pays attaqués en ce moment comme la Grèce, le rythme ne doit pas être le même que le rythme pour les pays du noyau dur de la zone euro. Moi, si on laissait un peu plus de temps à la Grèce pour revenir dans les clous, ça ne me poserait pas de problème si c'était une manière, disons, de traiter le problème central de la Grèce, qui est le problème de l'acceptabilité sociale, disons, de la question sociale en Grèce, avec une déflation des salaires, une baisse des salaires nominaux sur la feuille de salaire de 20 ou 25%, comme d'ailleurs au Portugal, veut dire le débat, il n'est pas qu'économique, il est aussi social et politique. Donc, c'est ma première jambe, consolider les finances publiques. Vous déboulonnez pas l'euro en faisant une monnaie commune et au lieu d'une monnaie unique. Non, on peut toujours s'amuser à faire du mécano monétaire. On essaye de faire fonctionner ce qu'on a fait. Bon. La deuxième jambe, c'est que je pense que consolider les finances publiques, c'est forcément un discours un peu négatif qui ne passionne pas les foules et qui ne motive pas les gens sur l'idée européenne. Donc il faut en même temps faire un discours beaucoup plus positif que celui qu'on tient généralement en Europe sur la deuxième jambe, c'est-à-dire essayer dans le même temps, face à une croissance qui ralentit dans les pays européens comme aux États-Unis, essayer de prendre l'initiative pour renforcer la croissance et mordre sur le chômage. Est-ce que les 2 jambes sont compatibles? Est-ce que c'est possible à la fois de réduire les déficits publics et les dettes publiques et de consolider la croissance? Je le pense en donnant 2 conditions, 2 exemples. Dans la politique actuelle de redéploiement des niches fiscales en France, personnellement, et je parle à titre personnel comme sur le reste, je ne toucherai pas aux niches fiscales qui ont un effet positif sur l'activité et sur l'emploi. Exemple, le crédit impôt recherche. On peut discuter du crédit impôt recherche, on peut l'améliorer, on peut le cibler mieux pour les PME, parce que c'est au niveau des PME qu'il y a des réserves d'activité et d'emploi, mais surtout, de mon point de vue, ne pas y toucher. Par contre, il y a d'autres niches qui sont beaucoup moins intéressantes par rapport à l'objectif central qui doit être le nôtre, l'activité et l'emploi, j'y toucherai plus. Deuxième voie, étant donné qu'on ne peut pas financer les dépenses qui permettraient de relever la croissance et de mordre sur le chômage, par la voie budgétaire qui est coupée pour quelque temps, par la voie monétaire, parce que les banques centrales, Philippe l'a dit, donnent tout, difficile de donner plus. Moi, je défends depuis 2 ans la thèse comme quoi il faut arriver à mieux mobiliser l'épargne disponible, l'épargne privée disponible. Les Français, ils épargnent 16% de leurs revenus après impôt, en moyenne. 16%. La question est, à quoi sert? Et cette épargne, elle sert à financer quoi? Elle sert à financer l'immobilier, ce qui est totalement légitime au plan individuel. Mais je suis persuadé que sans remettre en cause le goût des Français pour l'immobilier, on pourrait essayer d'attirer une partie plus importante de cette épargne pour financer l'innovation, la recherche-développement,
la croissance des PME, l'éducation. On a fait cette année le grand emprunt. Vous n'allez pas leur faire souscrire un emprunt d'État dans le contexte actuel? J'allais dire, on a fait cette année le grand emprunt, mais le grand emprunt, c'est une fois pour toutes. Voilà. On ne va pas refaire tous les ans le grand emprunt. Mais les dépenses qu'on finance avec le grand emprunt sont les vrais sujets. Sur les 35 milliards d'euros du grand emprunt, il y en a 22 milliards qui servent à financer l'enseignement supérieur à la recherche. Or, notre avenir en termes de croissance, de compétitivité et d'emploi se jouera là-dessus. Bon, je voulais dire un mot, et je me tais après, sur les problèmes d'Europe, puisqu'on en a parlé. Enfin, on y est déjà. Il faut plus d'Europe, parce que je crois que ce que cette crise montre, c'est que la configuration actuelle est totalement instable. Où on va vers des scénarios, j'allais dire, d'éclatement de la zone euro, de remise en cause éventuelle du marché unique, parce que les deux sont un peu liés, où on va de l'avant, c'est-à-dire on met en commun, en plus de la monnaie, en plus de la politique agricole, en plus de la politique de la concurrence, on met un certain nombre de leviers en commun. En tout cas, on se coordonne beaucoup plus qu'avant. Le débat, pour moi, et peut-être qu'on va y revenir, c'est que je pense qu'on aura beaucoup de mal à avancer dans cette voie de plus d'Europe à 27. Et donc, ce qu'on vit en ce moment, depuis 2 ans, c'est en fait une situation dans laquelle la crise amène à identifier la zone euro, c'est-à-dire les 17. Et c'est sans doute... On est dans un scénario, à mon avis, d'Europe à géométrie variable. C'est vrai sur l'Europe de la défense, mais c'est vrai aussi sur d'autres sujets. Ça va être vrai sur l'Europe de la monnaie. Et qu'à force de vouloir avancer absolument... Le seul sujet sur lequel on avance à 27, c'est le marché unique. Le gouvernement de la géométrie variable, ça complique. Oui, mais l'absence de géométrie variable, ça empêche. Alors, Pierre Laroutourou, on vous écoute. Je voudrais répondre à Philippe Herzog qui se moquait de moi tout à l'heure en expliquant que c'était très compliqué, que c'était pas Zozo qui arrive ou Zorro qui arrive. Quand le mur de Berlin est tombé, en 30 jours, Helmut Kohl et François Mitterrand et les autres chefs d'État, en 30 jours, ils ont décidé de faire la monnaie unique. Ça n'était pas totalement facile de faire une monnaie unique. C'est même la première fois en temps de paix qu'il y a autant de pays qui mettent... Voilà. Mais ils se sont dit qu'il fallait une réponse. Depuis quand on préparait la monnaie unique? Oui, ça venait pas de rien. L'impôt européen, ça fait 20 ans. Vous retrouvez ça faisait 20 ans avant. Ça fait Jacques Delors, qui a été président de la Commission, expliquait déjà... En tout cas, il y a une accélération. C'est ça que vous voulez dire, c'est qu'il y a des moments clés. Est-ce qu'on profite de la crise? Je suis désolé, quand aussi bien Mme Merkel, c'est quand même sur la taxe Tobin, c'est quand même étonnant de voir et Mme Merkel et M. Sarkozy, c'était une idée défendue par Attac il y a 20 ans ou 15 ans. Tout le monde officiellement est d'accord. La réalité, c'est qu'il y a des lobbies, pour dire les choses franchement, il y a des lobbies qui font tout pour ralentir parce qu'ils n'ont pas envie qu'on... Et là, vous êtes tous d'accord pour parler de l'accélération. Dites-nous laquelle, vous? Concrètement, est-ce que j'ai retrouvé ce matin une déclaration de Christine Lagarde, il y a 18 mois, qui disait que pour lutter contre la spéculation, il fallait interdire les CDS. C'est quoi? Les CDS, c'est les gens qui prennent une assurance en disant si la Grèce n'est pas capable de rembourser, on nous remboursera une partie de ce qu'on perd. Mais ils peuvent acheter cette assurance même s'ils n'ont pas acheté de dette grecque. Attendez, c'est un peu comme si quelqu'un... Parce que c'est du tout. C'est une assurance. C'est un instrument de couverture du risque de défaut de l'emprunteur. Mais là, vous polémiquez sur ce que disait Christine Lagarde il y a 18 mois. Pourquoi depuis 18 mois? Non, pardon, c'est pas du tout technique. C'est est-ce qu'on laisse les spéculateurs se goinfrer et gagner des milliards alors qu'il y a une guerre? Ils ont déclaré la guerre à la zone euro. Ils vont abîmer nos services publics. Ils vont obliger à baisser les retraites, à baisser les salaires dans certains pays. Donc c'est plus un problème stop théorique. La spéculation. Est-ce qu'on se donne les moyens de lutter contre la spéculation? Encore une fois, quand il y a 18 mois, Mme Lagarde disait il faut interdire les CDS. Pendant 40 ans, l'économie a très bien marché. Avant qu'on invente ces produits, l'économie marchait très très bien. Qu'est-ce qui nous empêche de les interdire? L'Europe a-t-elle des armes pour lutter contre une spéculation mondiale? Non, l'Europe est divisée là-dessus. Mais parce qu'on ne débat pas assez. Moi, je pense que ce dont on souffre... On est dans un marché unique où il y a la Grande-Bretagne. Enfin, il y a des décisions très difficiles à mener. Oui, mais il faut dire aussi que si on a décidé qu'on travaillait la régulation financière mondiale en priorité. Non, mais donc, attention. Quand l'Irlande... Pardon, je ne dis pas que c'est très facile, mais je dis simplement que par exemple à Bretton Woods, on prend... il y a besoin de débat. Il faut faire ça. Oui, et il faut dire aux Irlandais, on arrête les blagues. Vous ne pouvez pas en même temps être dedans et dehors. Alors, vous ne pouvez pas nous demander d'être solidaire solidaire quand il vous manque 30 milliards. Vous ne pouvez pas demander à l'Europe de vous donner 30 milliards et en même temps continuer le dumping fiscal. Donc oui, ça fait 20 ans que Jacques... Mais je ne dis pas que vous ne faites rien, que Michel Barnier ne fait rien. Je dis juste que vu la gravité de la crise, et on voit depuis quelques mois, il y a 1 an et demi, quand j'expliquais qu'on allait vers une nouvelle crise, tout le monde me disait que j'étais trop pessimiste. Et maintenant, tout le monde dit que la zone euro peut mourir. Alors, donc est-ce qu'on est capable d'accélérer franchement? Pierre Laroutourou, pour bien comprendre, vous êtes justement le tenant à partir de cette courbe d'une redistribution de la richesse produite en Europe et dans le monde au profit du travail. Et vous dites, par exemple, que l'Europe peut aussi devenir un lieu d'une forme de protectionnisme
visée pour poser des conditions au commerce avec des grands pays comme la Chine, dont on ne sait pas qui produit, est-ce que c'est des enfants? Enfin voilà, il y a une espèce... Oui, ce que j'explique, d'abord, il y a un point de débat avec M. de Boissieu, c'est qu'on ne peut plus compter sur le retour de la croissance. Ça ne marche pas. Le Japon n'a que 0,9% de croissance en moyenne depuis 20 ans. Moi, quand j'étais à Sciences Po, on pouvait pas avoir, il y a 20 ans, on ne pouvait pas avoir la moyenne si on ne mettait pas une demi-page sur le fait que le Japon allait dominer l'économie mondiale au XXIe siècle. Depuis que la bulle a éclaté, le Japon a 0,9. Alors que c'est le pays qui fait le plus gros effort de recherche, et c'est très bien, plus de 3% du PIB chaque année dans la recherche, avec une bonne articulation entre les chercheurs et les PME. C'est le pays qui a fait les plus gros plans de relance, qui a mis ses taux d'intérêt à zéro. Et malgré ça, le Japon, pour de vrai, n'a que 0,9 de croissance, parce que le reste du monde lui achetait ses produits. Si le reste du monde n'avait pas acheté ses produits, le Japon serait en récession à moins 0,5 en moyenne depuis 20 ans. Donc l'idée que la croissance va revenir, c'est de la blague. Et je vous ai montré avant qu'on commence, je n'ai pas voulu apporter trop de courbes, mais je montre dans ce livre que déjà avant la crise de cet été, depuis 1 an et demi, dans tous les pays occidentaux, la croissance, on était à 0,1 de croissance. Donc moins de spéculation, n'attendons rien de la croissance. Donc n'attendons pas la croissance. Par contre, oui, il y a des marges de manœuvre. Par contre, il y a des marges de manœuvre. Par exemple, ce que disait M. de Boissieu, on peut trouver des financements sur la question du logement. Quand vous voyez à Paris, comme dans plein de villes, les gens doivent payer 800 € ou 900 € pour avoir un tout petit logement. Aux Pays-Bas ou en Allemagne, ils ont mis des milliards à construire de logements et c'est rentable. Par exemple, aux Pays-Bas, le fonds de réserve des retraites, quand vous disiez, M. de Boissieu, où sont les marges de manœuvre sans augmenter la dette publique? Aux Pays-Bas, il y a 25 ans, les partenaires sociaux ont créé un fonds de réserve pour financer les retraites à partir de 2020. Au lieu de mettre sur les marchés financiers, comme on le fait en France, ils l'ont mis à construire des logements. Ça a créé des centaines de milliers d'emplois. Les loyers sont moins chers, du coup, et c'est rentable parce que tous les mois, il y a des loyers qui rentrent. Si on avait le même niveau de loyer qu'en Allemagne, je ne veux pas être trop mais c'est aussi une façon de distribuer du pouvoir d'achat. Les chiffres d'Eurostat montrent que si on avait la même politique du logement qu'en Allemagne, pour une famille moyenne en France, ce serait presque 300 € d'économie sur les loyers chaque mois. Donc oui, il faut une vraie politique du logement, on a des marges de manœuvre. Au lieu d'attendre un retour miraculeux de la croissance qui ne reviendra pas, il faut créer des emplois utiles et non délocalisables. Olivier Alcaïm. Qu'est-ce qu'un changement de couleur politique peut changer, par exemple, en 2012, M. Herzog, en France? Ben, vous me permettez d'y répondre dans un deuxième temps, un tout petit mot sur cet échange. Il est réaliste de penser qu'on en a pour des années de situation. Si on évite la récession, une rechute en récession, d'ailleurs il peut y avoir des choses chaotiques, on est dans une situation qualifiée de japonisation, c'est-à-dire de marasme économique durable, si on n'entreprend pas des changements plus profonds dans nos sociétés et nos économies. Donc en ce sens, je ne crois pas qu'on puisse malheureusement compter sur une croissance soutenue dans les prochaines années. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faille pas construire une croissance d'un nouveau type. Moi, je ne comprends pas qu'un écologiste ne s'intéresse pas au fait que pour créer des richesses correspondant aux besoins d'aujourd'hui, il faut bâtir une industrie verte, il faut bâtir des infrastructures nouvelles. Oui, non, mais... Oui, non, 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 il le dit. Non, oui, non, mais oralement. Donc, il faut la bâtir, la croissance. Ouais. Donc, cette précision faite, je reviens sur ce qu'a dit notre Christian, voilà, que je connais depuis longtemps et que j'aime beaucoup. La grande difficulté, c'est d'articuler rigueur et croissance. Et ça, il y aura des messieurs Yaka multiples qui vous diront qu'il faut faire ça. Yaka trier dans les dépenses, dans une réforme fiscale suffirait. Par exemple, la rigueur. Bien sûr, il faut de la réforme fiscale, mais il faut taper dans la dépense. Parce qu'on a créé du pouvoir d'achat principalement en soutenant du pouvoir d'achat par de l'allocation dans les domaines de la santé, de la retraite et dans d'autres domaines. Donc c'est très difficile. Et dès qu'on fait un geste sur une niche fiscale, quand même, les sodas, excusez-moi, ou les parcs à thème, je ne vois pas pourquoi on ne supprimerait pas des niches fiscales. Et aussitôt, les lobbies se dressent. C'est donc une bataille politique majeure. Oui, donc c'est ce que je voilà, voulais tout à fait. C'est une bataille politique majeure qu'il faudra mener, qui conduit à la réforme de l'État. Jadis, on parlait de la rationalisation des choix budgétaires. Hein. J'ai fait, tu te rappelles, la LOLF, on y a travaillé ensemble. On n'a pas réussi, on a échoué dans la fin des années 60, j'étais là-dessus. Hein, puisqu'il faut parler de ces aussi... Christian de Boissieu. Mais attendez, donc ça c'est un effort interne très difficile, et au niveau européen, parce que là, je veux rajouter des choses au débat. Ce n'est pas un espace qui soutient la croissance. Barnier, il veut rénover le marché unique pour qu'il soit porteur d'un camp de base dans la mondialisation, comme on dit, de politique industrielle. Mais les divisions sont profondes là-dessus.
Donc il faut absolument doter le niveau européen d'une capacité de croissance avec un véritable budget, avec effectivement des réformes suscitant la mobilisation de l'épargne européenne, de l'épargne en Europe sur les investissements majeurs qui permettent de préparer l'avenir. Et ceci m'amène à la question politique. De même, sur la question politique intérieure, je regarderai les projets. Je ne me prononce jamais sur projet. On ne les a pas encore des deux côtés. Hein. Je ne vais pas faire ce soir le bilan de la dernière période, mais on a un problème national, et je dirais d'ailleurs, pour me livrer au fond de moi-même, quand il s'agit de réformes d'une telle ampleur, j'aimerais bien une société réunie, consciente des efforts à faire et des choses à partager. Sinon, on sera toujours dans des isanies, dans des problèmes de clientèle. Donc, pour ma part, j'aimerais mieux une entente nationale, mais ça ne correspond pas aux mœurs de la démocratie représentative française. Donc je vous ai répondu sur ce point. On fera avec ce qu'on pourra. Il y aura sans doute un changement de majorité. On travaillera avec elle. S'il n'y en a pas, on essaiera de travailler aussi. Mais réunissons les Français sur ces enjeux. Et sur l'Europe, là, le niveau politique n'est pas construit du tout. Les coordinations politiques des politiques nationales, c'est nul. J'aurais dû amener une citation de Raymond Barre de 1968 qui parlait des coordinations, qui cherchait déjà à l'époque, parce qu'il travaillait déjà à la monnaie unique, en disant que ça supposerait un niveau de coordination sans précédent des politiques nationales avec une vraie solidarité. Raymond Barre, 68, on y est en 2011 quand même. Mais si vous qui conseillez un commissaire européen dites c'est nul... Oui, mais alors, attendez, mais je partage avec Barnier une idée qu'il a avancée. Je partage avec Barnier, il va falloir passer à une autorité politique, ça s'appelle, et dans un premier temps, un ministère de l'économie et des finances européen. Bien sûr, on vous proposera des ersatz ou des succédanés, mais il faut une autorité politique, capable de donner mandat et d'agir de façon réactive lorsqu'il s'agira d'interpeller le Fonds monétaire européen ou l'institution qui, aux côtés de la Banque centrale, devra être une agence de restructuration des dettes bancaires, etc. Donc il faut une autorité politique, un ministère de l'économie et des finances, ça commencera par un trésor, et vous aurez le conflit des 17 et des 27. Il a raison, Christian, parce que au fond, il faut fédéraliser plus dans l'eurozone, mais problème immédiat, mon cher Christian, les Polonais et les autres qui ont souscrit pour adhérer à l'Union à toutes les règles qui conduisent à entrer dans l'euro, ils voudront être dans la négociation, ils ont raison. Donc ça complique déjà le jeu, c'est pas que les 17. Mais dans les 17, il faut fédérer plus, et c'est là que vous aurez le ministère. Et dans les 27, on essaiera aussi de les amener, il faut négocier avec les Anglais, pour que sur la spéculation et autres, ils bougent. Donc c'est un grand combat politique, sinon ça se désintègre à plusieurs vitesses. Christian de Boissieu, 9 minutes, c'est ce qui nous reste pour débattre. Merci de me mettre à l'aise. Non, je vous mets la pression. Non, mais c'est ce que j'ai. Je vous mets la pression. C'est ce que j'avais compris. Alors allez-y. C'est ce que j'avais compris. Ne perdons pas une seconde. Non, sur les problèmes de croissance, moi je refuse l'idée, quelle que soit mon espérance de vie à partir de maintenant, de me dire que l'Europe va vivre dans les 10 prochaines années avec une croissance moyenne de 1,5% par an. Et sera une zone de basse pression, parce que même si les États-Unis vont pas bien, ils ont peut-être une capacité de rebond, on verra. Et en tout cas, les pays émergents, tant mieux, vont rester très actifs du côté de la croissance. Si on a 1,5% de croissance par an en moyenne dans les 10 prochaines années, je peux vous garantir que le chômage ne baissera pas. Moi, je suis pour essayer de gagner. Et ça dépend de nous. Et c'est là où je refuse le fatalisme. La croissance, elle ne tombe pas du ciel. Elle dépend un peu de ce qu'on en fait au plan national et dans la coordination européenne. Il faudrait qu'on arrive à gagner un point de croissance en moyenne par an dans la durée. Bon, c'est pas gagné. Et pour moi, on y reviendra, c'est pas le sujet de ce soir, c'est compatible avec les objectifs de réduction du CO2. On avait travaillé là-dessus les uns les autres. Il faut améliorer l'efficacité énergétique, faire des économies d'énergie. J'insiste pas là-dessus. Mais cette idée de dire, voilà, la croissance, elle est là et même elle va baisser et puis on s'en occupe pas. Je ne vois pas comment on pourra régler en Europe nos problèmes de chômage structurel et donner des espoirs, disons, à la jeunesse. Moi, je suis prof d'université, c'est mon métier de départ et d'arrivée. Je suis très inquiet de la montée du chômage des jeunes en général, du chômage des jeunes diplômés aussi. C'est ça le sujet, ce n'est pas l'inflation. Bon, deuxième point plus rapide sur l'Europe. Je pense que... Il y a deux sujets. Il y a le problème des pompiers, le court terme, qu'est-ce qu'il faut faire. Et à court terme, je pense qu'il faut effectivement aider la Grèce pour éviter les effets de contagion
et aller vers cette solidarité accrue qu'on évoquait. Alors, ça ne sera peut-être pas des eurobonds, mais ça sera des mécanismes de renforcement de la coordination en Europe. C'est pas se contenter de prêter, c'est peut-être donner. On verra. Mais j'ai parlé des difficultés de la Grèce elle-même. Il est clair que on dit toujours les Allemands ne sont pas d'accord. Je voudrais quand même faire remarquer que depuis un an, les Allemands ont finalement accepté à peu près ce qu'il fallait. Ils ont accepté la mise en place du Fonds européen de stabilité financière, le fonds de secours. Ils vont voter, je pense, je ne veux pas injurier l'avenir, ils vont voter avec une large majorité, etc. Bon, et puis à moyen terme, à long terme, il faut qu'on ait des systèmes de pilotage, de gouvernance qui soient crédibles. Cette crise, c'est aussi la conséquence de carences fondamentales dans la gouvernance européenne. Voilà. Monsieur Larouturou voulait, je crois, conclure, après avoir ouvert parce que le débat mériterait d'être beaucoup plus long. Juste un point de débat entre nous ou de désaccord, c'est que je ne partage pas votre avis sur le fait que la Chine va tirer la croissance mondiale. La bulle immobilière en Chine est 2 fois plus grosse que le maximum qu'elle avait atteint aux États-Unis. Oui, mais depuis 3 mois, si le Herald Tribune de samedi faisait le gros titre sur le fait que depuis 3 mois, l'activité manufacturière diminue en Chine depuis 3 mois. C'est pas peut-être dans 20 ans il y aura un problème. C'est la réalité. On a eu le chiffre vendredi soir. Ça fait 3 mois que l'activité diminue. Ça fait 20 ans que les prix de l'immobilier. Je ne veux pas être trop technique, mais ils ont injecté 44% du PIB. La Chine, entre la dette privée et la dette publique, ils ont, je vous donne ce chiffre, 44% du PIB injecté en un an. Donc c'est la plus grosse bulle. Je le répète, la bulle immobilière est 2 fois plus grosse que le maximum qu'elle avait atteint aux États-Unis avant de péter. Et on a vu en Espagne que ça donne une grosse bulle qui éclate. Le chômage arrive à 22% de chômage. On arrive à 22% de chômage, sans compter ceux qui sont en fin de droit qui ne sont pas comptés. Donc je n'ai hélas aucun espoir sur le fait que... Pourquoi ? Parce que c'est en Chine qu'il y a le plus d'inégalités sociales et que du coup, il y a en même temps des gens qui sont millionnaires à 30 ans, mais des millions de Chinois qui vivent avec 1 euro par jour. Et du coup, c'est le pays où la croissance est la plus instable et qui dépend le plus et des exportations et d'investissements. Donc hélas, je ne partage pas votre optimisme sur le fait que... À l'horizon vous parlez, à l'horizon des deux prochaines années. Dans 6 mois, la bulle, depuis le mois d'avril, les prix baissent en immobilier. C'est la première fois depuis 20 ans, si vous suivez ces indicateurs, depuis le mois d'avril, les prix de l'immobilier diminuent. Par contre, bonne nouvelle, je le répète, c'est faux, c'est se tromper, c'est se rassurer à bon compte de dire que la croissance va quand même revenir. Même le Japon, ils ne sont pas plus couillons que nous, ils ont fait le maximum sur la recherche, sur la politique monétaire. J'ai dit qu'il faut tout faire pour qu'elle revienne. Voilà, la réponse est non pour plein de... Quand vous voyez le niveau de la dette... Mais non, c'est pas sérieux. Excusez-moi. Mais la bonne nouvelle, c'est que je vous offre mon livre à tous les deux à la fin du débat. Non, mais sans rire. Pardon, il y a besoin de... Pardon, à Bretton Woods, il y a un besoin on a besoin de temps pour réfléchir. À Bretton Woods, ils ont pris 3 semaines de travail. Ils ont mis les meilleurs économistes de la planète et les chefs d'État, ils se sont dit, vous pouvez vous promener, mais vous ne sortirez pas du village tant que vous ne serez pas mis d'accord. Et on a besoin de temps. Et là, ce débat est très sympathique et très intéressant, mais ce n'est pas en 1 heure qu'on peut se mettre d'accord. On manque tous d'informations, on a tous qu'une vision partielle de la réalité. Donc il y a besoin de temps. On ne sortira pas. Ça fait 30 ans qu'on déconne, ça fait 30 ans qu'on tire sur la ficelle, et depuis 3 ans, encore plus gravement, on n'en sortira pas si on n'a pas du temps pour réfléchir. Le dernier sommet du G20, quand le président de la République est resté seulement 3 heures à Séoul, c'est se moquer du monde. Quand quelqu'un est président du G20, il ne reste pas 3 heures à une réunion du G20. Il dit on va prendre 1 semaine pour travailler tranquillement, sans caméra. Donc, par contre, la bonne nouvelle, donc, je montre qu'on peut créer 2 millions d'emplois. J'explique en jouant sur 10 leviers. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait sur le logement, sur les économies d'énergie, sur la petite enfance, sur la dépendance. Concrètement, qu'est-ce qu'on a fait de bien en Allemagne, qu'est-ce qu'on a fait de bien aux Pays-Bas, qu'est-ce qui marche aux États-Unis, sur le développement des PME. Et donc, sans attendre un retour de la croissance qui ne reviendra pas, je montre qu'on peut créer 2 millions d'emplois en 5 ans. Dernier point, bonne nouvelle, et vous l'avez dit, les esprits évoluent. Quand on voit M. Schäuble qui dit les banques doivent payer, quand on voit Mme Merkel qui va sans doute effectivement faire voter le plan européen dans 2 jours, quand on voit en Angleterre, la semaine dernière, l'idée de séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires, ça a été voté la semaine dernière. Alors évidemment, les lobbies font tout pour dire que ce sera en 2018, mais les esprits évoluent, donc il faut accoucher. Ce n'est pas dans 20 ans, c'est maintenant qu'il faut accoucher d'un nouveau modèle de développement. Ce n'est pas dans 10 ans. Tout à fait. Mais bon, 2 mots pour conclure, puisqu'il s'agit de conclure. 1, il faut absolument apporter une dimension sociale dans les solutions dont nous avons peu parlé, qui doit être absolument axée sur éducation, formation tout au long de la vie, participation à la vie économique et sociale. Sans participation, vous aurez des populismes qui vont faire éclater les choses, et ce sera plutôt ça le prochain rendez-vous. Et la dimension sociale, ce n'est pas la protection sociale, il en faut, mais c'est maintenant la mise en activité. Et la question des jeunes est centrale, on est bien d'accord. Deuxièmement, ce qui rassure un peu, c'est
et là-dessus je serais d'accord sur le fait qu'on est obligé de prendre son temps, comme on a pris le temps dans l'entre-deux-guerres. Plus on fait des efforts, plus on fédère nos efforts, plus le temps sera court pour trouver les bonnes réponses. Là-dessus, je pense qu'on sera d'accord. Et on commence à imaginer quand même un agenda d'étapes. On sait quelles sont les mesures qui permettront de faire, à court terme, permettre de faire par feu et de gagner du temps, précisément, et d'éviter des contagions. On le sait, ça. Donc, là, c'est la pression sur les politiques, urgence. Et en même temps, commencer à préparer les esprits aux solutions plus en profondeur, c'est-à-dire comment on aide les parties faibles de l'Europe à monter en compétitivité, comment ensemble on bâtit une nouvelle croissance. Sachant que le débat de ce soir a montré qu'on n'est pas forcément à l'aise sur nouvelle croissance et ce n'est pas du yaka. Alors, vous n'allez pas être le seul à conclure sur programmatique. Christian de Boissieu, vous avez 30 secondes. J'ai déjà conclu d'une certaine façon, non, mais ce que je voudrais dire, c'est que, je vais être clair là-dessus, moi, c'est pas dans 10 ans que je propose de faire des choses. Je suis comme vous, c'est maintenant. Pour les résultats dont certains vont être à moyen long terme. Bon, on est bien d'accord là-dessus. Et je pense qu'il y a le feu dans la maison du côté des problèmes d'emploi, pas uniquement en France, en Europe. C'est là-dessus que ça va se jouer. Notre capacité à régler les problèmes. Et on diverge sur la manière d'arriver, ou plutôt sur la croissance nécessaire pour y arriver. Parce que comme vous, c'est pour ça que je parlais de financement et de mobilisation de l'épargne, je crois à la nécessité de mieux mobiliser les modes de financement qui vont être disponibles dans les 2-3 ans qui viennent, dans un contexte où les banques vont distribuer moins de crédits aux entreprises, et en particulier aux petites et moyennes entreprises. Les réglementations, les nouvelles réglementations jouent un rôle important, mais elles vont avoir certains effets qu'il faut examiner, donc il faut réguler le système et sans tuer la croissance. Merci Christian de Boissieu. Olivier Elkaïm, le mot de la fin. Au fond, ce que vous montrez, c'est qu'on a l'impression que l'économie s'est déconnectée de l'homme. Depuis quelques années, et qu'il faut remettre l'homme au cœur des choses. Quand on parle d'emploi ou de chômage, on ne parle pas de l'homme. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Olivia, à dans un mois pour un nouveau débat d'actualité. Quant à nous, nous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir.